Bonjour à tous, au sommaire de ce journal du lundi, une possible reprise de l'activité sur le site de l'abattoir GAD à Lampol-Guimillot. C'est en tout cas le projet défendu par deux anciens cadres de l'entreprise soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix. 250 emplois sont à la clé. Commémoration ce samedi pour les 10 ans du naufrage du Bugalet-Braise. Près de 500 personnes, familles et proches se sont réunies à l'Octudie, le port d'attache du bateau de pêche. Et à la fin de cette édition, retour sur le cyclo-cross international de la Narvili qui s'est déroulé ce dimanche. Bienvenue à tous, vous êtes dans le journal du lundi 20 janvier 2014. 250, c'est le nombre d'emplois qui pourraient être créés à Lampol-Guimillot sur l'ancien site de l'abattoir GAD. Deux anciens cadres de l'entreprise travaillent depuis des mois pour faire redémarrer l'activité sur le site. Seul problème, la SECAB, actuelle propriétaire des lieux, refuse toujours de céder les locaux. Reportage de Frédéric Lorenzo. Après sa fermeture en 2013, est-ce que l'abattoir de GAD à Lampol-Guimillot va repartir en 2014? C'est possible. Deux anciens cadres, au chômage, prévoient de faire tourner l'usine à la moitié de sa capacité, soit 10 000 porcs par semaine, avec 200 à 250 salariés. Un projet connu depuis plusieurs semaines par les élus et notamment le maire de la commune. Ce sont quand même des gens sérieux, ils étaient cadres dans cette société. Je pense que leur raisonnement et leur plan d'action est certainement réel. Il y a des possibilités à faire repartir une petite unité sur Lampol-Guimillot. Maintenant, le problème, je dirais, qui reste toujours le plus préoccupant, c'est ce droit de propriété de SECAB. Si moi, demain, on me dit qu'il y a un abattoir qui renaît de ses cendres avec 250 salariés, ça me ferait bien sûr très plaisir. Le président de la Chambre de commerce de Morlaix soutient ce projet personnellement. Il attend un soutien de l'État pour lever le verrou de la SECAB. D'inciter, en tout cas de demander à SECAB, qui reste propriétaire de locaux et du matériel donc existant et dont on a absolument besoin pour relancer cette affaire, eh bien demander à SECAB de venir autour de la table. L'État français a laissé suffisamment d'abandon de créances au niveau SECAB, que ce soit en matière fiscale ou en sociale. Et donc je crois que ça permet en tout cas à l'État de leur demander de revenir autour de la table. Contacté, la SECAB ne commente pas cette initiative de reprise. Seule indication, une réunion aurait eu lieu ce lundi entre producteurs et coopératives dans le Morbihan. Et on l'a appris ce lundi, les usines Jean Cabi, situées à Lampol-Guimillot et Quimper, ont trouvé un repreneur. Il s'agit de l'entreprise Turenne Lafayette qui possède la marque William Serin. La réforme des CCI a du mal à passer en Finistère. Mise en place en 2010, les chambres de commerce et d'industrie de Brest et Morlaix se sentent depuis lésées niveau budget. La CCI de la région ne leur verse pas la totalité des taxes d'entreprise. On écoute Franck Bellion, le président de la CCI de Brest, et Jean-Paul Chapalin, le président de la CCI de Morlaix. Donc ce que je demande simplement, c'est que chacun prenne sa part à ces efforts, à cette contribution. Et je ne vois pas au nom de quoi certaines chambres auraient demain une manne supplémentaire dans un environnement où tout le monde doit faire des efforts, pendant que d'autres, comme c'est notre cas, auraient des ressources fiscales qui seraient très très sensiblement diminuées et qui nous empêcheraient demain de réaliser mon plan de mandature. Il y a des jeux de majorité qui font que certains voudraient écraser les autres. Bon, je ne peux pas accepter une chose pareille et je ne l'accepterai jamais. Donc on se bat et on continuera à se battre. Tout ça, on a l'habitude dans le Finistère de savoir se battre quand il y a des problèmes. Et celui-là est un bon exemple. Nous avons prouvé, en tout cas en ce qui concerne le Finistère, en ce qui concerne Brest et Morlaix, que nous savions travailler, que nous savions investir dans notre circonscription. Je crois que certains qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui, peut-être n'en ont plus les moyens, veulent trouver des solutions financières effectivement auprès des CCI qui ont bien travaillé dans les années passées. En tout cas, nous ne le laisserons pas faire, c'est évident. Et je souhaite que l'on retrouve une sérénité dans le Finistère très très rapidement. On a investi ce que les entreprises nous donnaient. Eh bien, s'il y a eu des erreurs de gestion dans d'autres CCI, ce n'est pas à nous de les supporter aujourd'hui. Ce samedi, à l'Octudie, près de 500 personnes ont rendu hommage aux 5 pêcheurs du Bugalet-Braise, morts en mer il y a 10 ans. Le 15 janvier 2004, ce bateau de pêche coulé en mer pour des raisons encore inexpliquées. Familles et proches continuent de s'interroger sur les circonstances de ce drame. Sophie Lecroisier était à l'Octudie. Une vive émotion, des larmes. 10 ans après la disparition des 5 marins du chalutier Bugalet-Braise au large de la Grande-Bretagne, les familles des victimes n'arrivent toujours pas à faire leur deuil. L'état psychologique des familles qui sont détruites, voilà. Ça on n'en parle pas, mais je vais en parler aujourd'hui parce que
parce qu'il n'y a pas une des 5 familles qui... Voilà. Il y a eu des décès, il y a eu des drames psychologiques. On n'a pas eu de chance dans le sens où on a eu cette affaire en face, on a eu un choix à faire. Soit on laisse, on se tait et on attend le non-lieu sereinement, soit on se bagarre au maximum. Et c'est ce que j'aurais fait. Je veux que mes filles, plus tard, le sachent, quoi, voilà. Devant la stèle des péris en mer à Loctudy, 500 personnes sont venues montrer leur soutien. Il ne faut pas que ça s'arrête, il faut qu'on sache un jour, mais... Je suis fille de marin et je comprends bien la peine de toutes ces familles. Après la cérémonie au cimetière, des vedettes de la SNSM ont pris le large pour un dépôt de gerbes en mer. Dans l'affaire du Bugalet de Breizh, les familles attendent toujours des réponses, alors qu'un non-lieu se profile. Comme s'ils voulaient nous donner l'impression de nous dégoûter. A priori, ce que j'ai entendu de Jean-Yves Le Drian, il dit nous, Français, on a tout déclassifié, on a fait notre travail, tout est sur la table du côté français. D'autres devraient en faire autant. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense français, sait que des gens n'ont pas parlé. Alors par solidarité inter-État, OTAN ou autres occidentaux, disons, il ne balancera pas, si je puis dire ce gros mot, qui est le responsable. Et les gens qui sont là savent que Le Drian sait. Donc voilà. Un jour, il faudra se déterminer là-dessus clairement, quoi. Après 10 ans de bataille juridique, les familles des victimes gardent toujours espoir face à une justice confuse. Et dans l'actualité de ce lundi également, la foire aux oiseaux de Pontivy, le plus grand événement du genre en France, avec pas moins de 16 000 bêtes à plumes et 12 000 visiteurs. Découverte de ce lieu avec TV Sud. Certains ont fait la queue dès 8 h du matin pour participer, d'autres arrivent avec des dizaines de cages et la plupart n'ont pas hésité à venir de loin. Comme Christian, un des 650 éleveurs amateurs présents, il a fait plus de 900 km depuis Perpignan pour trouver l'oiseau rare. Les échanges de souches d'oiseaux, les expériences d'élevage, la multiplication des mutations qui peuvent exister dans d'autres régions. On a tout intérêt à se déplacer dans un maximum d'endroits pour essayer d'avoir de nouvelles souches d'oiseaux. On a quand même à la base une idée de l'oiseau qu'on désire chercher, etc. Après, bon, c'est le hasard, la chance, et le fait qu'il y ait autant d'oiseaux nous permet justement de comparer, de découvrir des espèces plus belles, etc. La foire de Pontivy est aujourd'hui la plus grande en France. Elle rassemble plus de 12 000 visiteurs par an. Un succès construit petit à petit par l'Oiseau Club pontivien. On doit être la 3e d'Europe. Ça a commencé tout petit, il y a donc 33 ans, et ça gravit 16 échelons. Et tout ça à force de travail. Et il faut dire aussi qu'on a été les premiers à organiser ce genre de manifestation. Et le bouche à oreille a très bien fonctionné. Et voilà le résultat du travail. Entre une perruche à 4 € et un perroquet à 2 000 €, de nombreux oiseaux sont repartis dans les foyers bretons les plus lointains, et certains ont même gagné leur liberté. Après les oiseaux, on ouvre une page sport. En voile, Thomas Coville s'est enfin élancé ce samedi pour tenter de battre le record du Tour du monde à la voile en solitaire. Après 3 jours de course, Thomas Coville se trouve au large des côtes africaines, à quelques milles seulement de la position de Francis Joyon, actuel détenteur du record du monde. Et autre navigateur qui tente de battre un record de Francis Joyon, c'est Lionel Lemonchois. Il a pris le départ ce vendredi de la Mauricienne. Parti de Lorient, il doit rejoindre Port-Louis sur l'île Maurice en moins de 26 jours et 44 minutes. Selon les derniers relevés, il est en avance de 200 000 par rapport à l'actuel détenteur du record. On retourne sur Terre et on se dirige vers la Narville-Île. Ce dimanche, la commune est encore devenue pour la 50e fois la capitale nationale du cyclocross. Et c'est Francis Mouret, l'actuel champion de France, qui s'est imposé chez les hommes. Retour sur cette journée de compétition avec David Cormier. Il était le grand favori, il a gagné. Francis Mouret a remporté ce dimanche le cyclocross de Lanarvilly près de Brest. Il a quand même un peu souffert. Je suis pas assurant qu'on fait une grosse semaine de travail. Aujourd'hui, si j'avais pas mal aux jambes, c'est que j'avais pas assez travaillé dans la semaine. Mais c'est vrai que la première demi-heure était très difficile pour moi, j'avais beaucoup mal aux jambes. Mais je me suis jamais affolé, j'ai roulé toujours à mon rythme. Moi, je me suis pas trop occupé de la course. Et je me suis vraiment occupé dans les 4-5 derniers tours. Encourageant avant les championnats du monde aux Pays-Bas les 1er et 2 février. Ouais, c'est bon augure, c'est le dernier bloc de travail. Et voilà. Aujourd'hui, on a fini le travail, maintenant c'est bien récupéré cette semaine.
remettre un petit peu d'intensité avant le championnat. Le temps était de la partie pour cette course, le parcours était tout à fait praticable. Rendez-vous le 14 décembre pour la finale du Challenge National, une première à l'Anarvili. Et à noter que c'est le Finistérien Michael Crispin, originaire de Milizac, qui a remporté l'épreuve chez les cadets. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO.